Nous revenons dans ce studio maintenant pour l'analyse et les commentaires. Nous allons démarrer avec Adrien Tchomankou, espérant que Laurent Roland Tonikès va se joindre à nous ici. Nous allons démarrer par un quotidien qui a quand même livré beaucoup d'informations. Le potentiel dans le dossier de bradage de Djimé. Le journal sera affiché par le jeune et compétent Marcel Yedo qui est à la réalisation de cette émission ce matin. Le journal nous informe que le ministre Fortuné Nouati, auditionné par la police judiciaire, et que les élus communaux de 2008 à 2015 donc écoutés dans l'affaire, et un proche parent de Talon approché pour négocier la fin des poursuites. Adrien Tchomankou, cette affaire donc a obligé la police judiciaire à écouter le ministre Fortuné Nouati, nous informe le potentiel. Oui, bonjour Morel, bonjour à toutes et à tous. Je pense que le journal, le potentiel suit très bien le dossier. C'est vrai, le ministre Fortuné Nouati a été auditionné par la police judiciaire dans le dossier que vous connaissez très bien. Et il faut dire que, vous savez, nul n'est au-dessus de la loi. Vous pouvez être ministre, député, même chef de l'État, n'importe qui. Nous sommes tous égaux devant la loi. Si un dossier rattrape X ou Y, je pense qu'il est quand même bien que ce dernier aille laver son honneur. Et c'est ça qui a commencé, c'est ça que le ministre Fortuné Nouati est en train de subir. Vous savez, quand quelqu'un ne touche à rien, je pense qu'on ne peut jamais lui faire appel. Et quand on se trompe de personne, dès que vous vous rendez là-bas, vous allez pour laver votre honneur. Nouati a fait sa déposition, il a été auditionné, il a été écouté, il est rentré correctement. Il n'a pas été gardé à vue comme Blaise Akhanzo Clélé avant d'être libéré. Ce n'est pas parce qu'il est ministre de la République que ça s'est passé ainsi, mais je pense quand même que c'est parce que son décret d'implication n'est pas fortement impliqué. Évidemment, si avec les enquêtes judiciaires, l'enquête judiciaire qui est ouverte, si l'enquête qui suit bien son cours montre dans les jours à venir que le degré d'implication du ministre Nouati est élevé, je pense que le directeur général de la police judiciaire va tout simplement écrire au procureur de la République. Le procureur de la République qui va demander au chef de l'État de le suspendre et de le mettre complètement à la disposition de la justice béninoise. D'autant plus que ce n'est pas un dossier, un acte posé par le ministre dans l'exercice de ses fonctions, c'est bel et bien un acte qui a été posé par Fortuné Nouati et non ministre en son temps. Donc je pense quand même que dans l'autre cas, comme le journal l'a indiqué, il y a aussi d'autres personnes qui ont été écoutées. Ils sont très nombreux à être écoutés. Des gens sont mis sous convocation, d'autres ont été gardés, le ministre non plus. Quand le journal l'a mis, je parle bien sûr du journal Le Potentiel, qui a placardé, qui a un très proche du chef de l'État, Patrice Talon, son excellence, qui a un très proche, qui est en train de négocier pour que ce dossier soit... Un proche a approché, ça dit que le proche parent de Talon approché. Ça dit que les gens se sont approchés de lui tout à fait. Pour négocier. Ce qui arrive souvent dans les affaires, on le sait. On cherche qui peut intervenir pour faire telle affaire. Bon, ça arrive souvent, hein, dans toute affaire. On voit que les gens cherchent qui est mieux placé maintenant pour intervenir pour nous et tout. Et je pense que c'est peut-être le cas que le journal évoque, Adrien Tchomankou. Oui, quand vous lisez l'article, c'est que c'est un proche de Patrice Talon qui est en train de jouer le jeu pour que l'affaire soit étouffée. Mais je pense que ce dernier se trompe de combat. Il ferait mieux qu'il se taise afin que le dossier suive correctement son cours. Parce que nul ne peut faire obstruction à une enquête judiciaire. Et je pense que ce proche, celui-là, qui est très proche du chef de l'État, qui est en train aussi de s'immiscer dans l'affaire, je pense qu'il sera écouté, il sera peut-être interpellé, parce que nul ne peut faire obstruction à une enquête judiciaire. Et ça constitue une infraction pénale d'ailleurs. Et pour ça même, des policiers se sont retrouvés en prison, même des magistrats se sont retrouvés en prison dans ce pays
dans des trucs pareils. Donc je pense quand même que le droit sera dit, nous sommes dans un état de droit, et que quand Patrice Talon fait de son second mandat, son leitmotiv, c'est bel et bien la lutte contre la corruption, je pense qu'il ne va même pas accepter intervenir dans ça. Si Nouati même est impliqué, Nouati va se retrouver derrière les barreaux. Ça, c'est la moindre des choses. Et ça, c'est très clair. Lui n'est au-dessus de la loi. Et je pense que le procureur est là pour écouter, pour prendre connaissance amplement du dossier afin que les responsabilités soient fortement situées. Très bien. Laurent Roland-Tonekes, bonjour. Oui, bonjour. Et puis, nous sommes en train de parler du quotidien Le Potentiel qui nous a informé tout à l'heure que le ministre Fortuné Noisien a été écouté dans le dossier de bradage de terre à Dimé. Voilà, et puis on nous apprend qu'il y a un proche de Talon dont les gens se sont rapprochés pour essayer de faire taire un peu la poursuite de cette affaire. Quelle est votre appréciation? Il faut rappeler qu'en la matière, notamment concernant les bradages de réserve ou autres, c'est qu'il y a un précédent. C'est-à-dire que quand on se réfère à la commune d'Abouinkavi où il y a eu l'affaire 39 hectares, où d'ailleurs même les maires successifs de la commune d'Abouinkavi sont retrouvés en prison pour affaires domaniales, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas question de dire qu'un proche de Patrice Talon aurait été approché pour intervenir dans telle affaire. C'est-à-dire qu'il y a un précédent qu'on a pu voir dans une certaine mesure, où des gens plus proches de Patrice Talon, notamment le maire Georges Bada, on le sait très bien, il était RB, mais il fait partie de ceux-là qui ont conduit ou bien qui ont travaillé à la disparition du parti RB pour se retrouver dans l'UP. Et puis, quand on regarde aussi, dans la même veine, on verra Patrice Oussouguedé qui est membre du bloc républicain. On a pu voir aussi des travaux qui a UP. Et ces personnes sont des soutiens de Patrice Talon, mais se sont retrouvés en prison à cause de ces affaires domaniales. Et donc, il n'y a pas matière à protéger un quelconque ministre, fut-il ministre de la République, d'ailleurs ministre délégué à la Défense. Et donc, s'il est quand même. Oui, mais s'il est impliqué dans le dossier, c'est qu'il doit pouvoir répondre. Et on a pu voir que oui, l'ancien maire d'Abomey aussi est en difficulté. Il est membre de la fonction politique, mais au-delà de tout, lui n'a plus de responsabilité. D'accord? Mais est-ce que l'un ou l'autre aujourd'hui, la justice pourra avoir les mains libres pour faire son travail, c'est-à-dire qu'on permettra à ce que ce ministre soit mis à la disposition de la justice. C'est ce qu'on souhaite vivement, qu'il réponde de ses actes et que ça serve de leçon pour l'avenir. Autrement, ce serait du deux poids, deux mesures. Mais je crois qu'en la matière, connaissant Patrice Talon, il ne fera pas l'erreur qu'on joue à ce jeu-là. Qu'on joue à ce jeu parce que les gens comprendront, les gens tireront en sortant leur conclusion. Donc, Fortuné Nouati doit pouvoir comprendre que, parce que c'est malheureusement des gens qui se sentent très proches du Patrice Talon et qui veut peut-être le chanter à qui veut les entendre que oui, ils sont proches du Patrice Talon et que c'est comme s'ils étaient des intouchables de la République. Il va falloir à un moment donné mettre fin à cette affaire où les gens pensent qu'ils sont des intouchables de la République. Il doit pouvoir sérieusement répondre de leurs actes. Parlant tantôt de répondre de leurs actes, le journal parle de plus de titres fonciers pour les ministres de Talon. Il y a même le journal écrit que des ministres rêvent les yeux ouverts, qu'ils ont compris qu'il n'y a plus de ministres intouchables dans la République. Laurent Roland-Tonekes. Oui, l'un dans l'autre, on a pu voir que de 2016 à 2023, certains ministres se sont considérés comme intouchables, d'abord tout puissants ministres de la République, et se permettaient tout. Il faut aller peut-être dans certains secteurs pour voir le discours que ces personnes-là tiennent. Wow. Et donc, quand vous écoutez ces discours, parfois vous vous posez la question de savoir, mais finalement, est-ce que vous êtes étranger dans ce pays ou bien vous étiez vraiment dans ce pays depuis des années? Vous étiez dans le pays? On a pu voir des gens ministres dans ce pays qui n'étaient pas, ou ne se croyaient pas peut-être au-dessus des autres Béninois. Mais aujourd'hui, il y en a qui se croient tout puissants et parce que peu ou prou, certains pensent qu'ils étaient les soutiens du premier heures de Patrice Talon. Et comme Patrice Talon n'a pas pris à limoger comme son prédécesseur, ces ministres, au-delà de... Lorsqu'on fait 7 ans avec un président, vous voyez au-delà quand même des dénonciations des travailleurs, au-delà des dénonciations des populations, on a constaté que le gouvernement est resté assez muet sur un certain nombre de choses.
Maintenant, à partir de 2023, on a pu voir si les plus fidèles des fidèles, jusqu'à l'avocat personnel du chef de l'État, a pu être dégagé de son gouvernement dans une certaine mesure, jusqu'à voir peut-être que les gens disent, peu ou prou, hein, c'est peut-être des informations de coulisses, que Djogbenou, le tout-puissant avocat de Patrice Talon, son premier ministre de la Justice, ministre-président de la Cour constitutionnelle aujourd'hui, serait en difficulté au niveau de sa formation politique parce qu'il y a d'autres, peut-être qu'il avait des ambitions présidentielles, mais il y a d'autres ambitions qui naissent et également, il se retrouve en difficulté. Donc, toutes ces personnes qui se croyaient plus forts hier comprennent maintenant qu'ils sont aussi vulnérables. Et qu'elles sont vulnérables, pardon. Et donc, quand on voit aussi la dernière en date avec Agbenonsi, on a pu dire que Agbenonsi a été limogé. Mais d'autres versions disent que non, il n'a pas été pour autant limogé, mais parce qu'il y a eu bruit entre le chef et lui à un moment donné, parce qu'il devait s'imposer, il a voulu s'imposer certaines choses. En tout cas, beaucoup de détails, beaucoup d'informations circulent. Et donc, quand on regarde tout ça aujourd'hui, on se dit, oui, quand on est ministre et qu'on n'a pas la carrure de certaines personnes dans le gouvernement, on se range. On se calme et on se dit, écoutez, je m'en remets à Dieu, ou je m'en remets à Patrice Talon, parce que c'est lui le Dieu du gouvernement. Et donc, je m'en remets à lui, au-delà de tout, je dois pouvoir faire preuve d'humilité, parce que le bling-bling et l'arrogance à outrance, parfois, on a pu observer chez certains ministres, et ça a choqué plus d'un. Et peut-être que cette attitude aussi n'a pas favorisé Patrice Talon dans sa politique gouvernementale. C'est vrai, vous avez raison. Adrien Tchoumankou, lorsqu'on sait que le président, devant un président étranger, dit qu'il est satisfait de ce que fait ses ministres et qu'on a lu sur le visage de certains ministres de la lumière, ils en étaient contents, et que quelques mois après seulement, on dégomme certains, on a pu descendre certains de leur piédestal. Et c'est donc clair quand même que cela puisse donner de l'insomnie à certains ministres. Oui, ça donne de l'insomnie à certains ministres de la République. Il faut dire que Patrice Talon est toujours dans sa politique de sanctionner positivement ses ministres. Quand il parle d'une sanction positive, il s'agit bel et bien de l'innovation dans la sanction. Vous avez compris que Patrice Talon n'a toujours pas procédé à un remaniement général comme les autres chefs de l'État nous avaient habitués. Je veux parler de Mathieu Kérékou et de Boni Yahi, où on procède à un remaniement et c'est à peine 5 ministres qui sont maintenus. Patrice Talon, aujourd'hui, sanctionne dans une innovation terrible. C'est-à-dire, on est là, on apprend seulement que tel ministre a été limogé, peut-être la semaine prochaine, il y aura encore de limogeage. Tout est possible. Vous savez, dans ce gouvernement où tout semble bien se dérouler, il y a toujours des gens qui freinent l'élan du développement. Donc, Patrice Talon, aujourd'hui, quand il sait qui sera le seul responsable au soir de 2026, je pense qu'il mettra tout en œuvre pour pouvoir obtenir ce qui pourra lui permettre effectivement de sortir par la grande porte, d'être applaudi, d'être célébré par le pouvoir. Non, je pense que quand vous pouvez me laisser continuer un peu. Donc, je pense quand même que Patrice Talon doit continuer à assainir les membres de son gouvernement, assainir son gouvernement, à les sanctionner, à les punir, puisque la Constitution lui confère cette prérogative. Le chef de l'État peut limoger qui il veut à tout moment et en plein temps. Donc je pense qu'il reste encore des limogeages. Moi, je l'ai toujours dit, je crois à cela, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas ces derniers jours, dont nous nous observons. Et je pense que le chef de l'État est à l'écoute. Très bien. Vous voulez réagir? Je pense que oui, au-delà de ce que Patrice Talon peut changer de ministre quand il veut et comme il veut, il va falloir aussi faire attention pour ne pas tomber dans le piège de la redistribution des cartes. Parce que tout gouvernant, quand à un moment donné, constate que peut-être sa popularité prend un coup, et à un moment donné, il y a d'autres ambitions, il faut peut-être faire des jeux politiques pour montrer que, bon, écoutez, on est prêt à un changement, on change telle personne. On verra peut-être, on cherchera à avoir du sang neuf dans le gouvernement pour montrer que, bon, on est à l'écoute des populations. Donc, c'est là aussi un piège. Moi, je pense qu'au-delà de tout, on ne doit pas peut-être se réjouir sur le limogeage des ministres ou peu ou prou, s'en féliciter. Et puis aussi, on ne va pas aussi accepter que des gens qui seront déchargés du gouvernement en viennent à jouer les victimes. D'accord. Parce que c'est là aussi le piège. Vous allez voir certains qui seront déchargés du gouvernement, qui viendront jouer les victimes,
et qui viendront vous faire croire que oui, écoutez, c'est parce qu'on ne les a pas écoutés à un moment donné qu'ils ont voulu ils ont demandé à partir qu'on les a déchargés. Et c'est ces personnes qui viendront vous montrer qu'ils sont des politiques sans tâche, qui veulent aller aux élections présidentielles, l'un ou l'autre. Donc, il y a tous les schémas possibles avant 2026. Patrice Talon qui cherchera à redistribuer les cartes pour se rapprocher peu ou prou de sa population. Les ministres qui viendront à un moment donné, pas des erreurs seront déchargés, mais qui viendront vous jouer les victimes dans une certaine mesure. Donc, le peuple béninois doit être éveillé pour ne pas tomber dans ce piège-là. C'est-à-dire qu'on doit avoir les yeux ouverts et savoir qui dit vrai et qui dit faux. Et à un moment donné, ne pas tomber dans le piège de la victime une fois encore. Parce que le peuple béninois est tout le temps tombé dans le piège de la victime. Et au finish, à un moment donné, soit de satisfaction partielle ou non pas de satisfaction, déception totale. Donc, c'est là le véritable problème. Très bien. On ira de l'autre côté de l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale, oui. Bien avant, vous savez, vous voyez le titre de le potentiel, quand le potentiel a mis qu'il y a des ministres qui rêvent les yeux ouverts. C'est vrai parce que moi j'étais dans un bar-restaurant la fois passée, quand un très proche collaborateur d'un ministre nous dit que lui ne sait plus ce qui se passe, que le ministre, en voulant appeler 2 personnes de nom, c'est-à-dire le ministre voulait lui dire, va m'appeler telle et telle personne, les 2 concernés dans tel dossier. Mais le ministre lui a dit, va m'appeler les escaliers. Va m'appeler les escaliers. Est-ce qu'on appelle les escaliers? Donc, effectivement, ça veut dire qu'il est embrouillé, il y a de l'insomnie. Ça peut être le fait d'une fatigue. Hein. Écoutez, nous disons la même chose. Quand tu es fatigué, quand tu es soucié, tu es fatigué. Non, mais comment aussi, est-ce que ces ministres aussi sont sérieux envers eux-mêmes? C'est-à-dire que quand vous faites 7 ans avec un président, c'est que vous pouvez vous attendre à partir à tout moment. On n'est pas au Congo, ici, chez Sassou Nguesso, où on peut faire 20 ans au gouvernement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a un mandat de 5 ans renouvelable une fois pour un chef d'État. Et si vous avez la grâce de faire 7 ans, vous devez être aussi assez conséquent et commencer par préparer votre valise pour dire « je ne serai pas surpris ». S'il y en a qui sont là encore, qui pensent que leur limogeage demain sera une surprise, je crois qu'ils sont véritablement en erreur. Très bien. Non, quand vous faites bien, on serait difficile que le chef ne pas de vous. On va poursuivre avec l'Assemblée nationale où Flavono a convoqué les députés, puis désignation des membres pour la désignation des membres des parlements régionaux. Est-ce qu'on va assister à un bis repetita où les démocrates vont être lésés encore ou je ne sais pas? On constate depuis que l'Assemblée nationale est installée que les députés sont investis, que oui, il y a une cupidité, une voracité de la part des députés de la mouvance présidentielle, appelons chacha. Et donc, eux, ils pensent qu'ils sont les plus intelligents, les vrais, véritables élus du peuple, qui peuvent occuper toutes, en tout cas, les instances et les postes au niveau des instances régionales ou sous-régionales. Et donc, en la matière, il y a déjà un précédent. Il y a une situation qui a prévalu, notamment au niveau des commissions, et puis après, les instances sous-régionales, on a pu voir un peu. Et puis, les autres ont saisi la Cour constitutionnelle. Maintenant, est-ce que les députés de la majorité seront suffisamment matures une fois maintenant pour comprendre que oui, et nous sommes à l'Assemblée nationale, mais il y a plusieurs formations politiques, il y a quand même si... Chacun critique son jardin. Non, attention, c'est-à-dire qu'au-delà de tout, vous savez, les opposants aujourd'hui deviendront peut-être mouvanciers de demain au pouvoir, et donc les mouvanciers peuvent devenir opposants demain. D'ailleurs, la clique que vous voyez avec Patrice Talon, lui, la grande partie était dans l'opposition Souboni Aïe. Et c'est vrai que Souboni Aïe a des actes qui ont été posés aujourd'hui. Il y a en fait une réponse du berger, je suis tenté de dire. Donc, si aujourd'hui, les autres aussi doivent pouvoir faire la même chose, c'est qu'on sera toujours dans un éternel recommencement. Il va falloir arrêter le cycle à un moment donné, parce que j'appelle ça un cycle. On fait comme si, bon, le pouvoir s'arrête à nous, et puis après, nous, il n'y aura plus de pouvoir. Le Bénin s'arrêterait après la gouvernance de notre ère. Non. Après le temps, c'est que le Bénin continuera à exister. Donc, dans une certaine mesure, même si c'est un poste qu'il faut confier à l'opposition, il faut parfois... En fait, en politique, c'est vrai que c'est la loi de la majorité, mais parfois on fait semblant en réalité. Faire semblant, tout au moins donner un poste à l'opposition. S'ils refusent, le peuple aussi, une partie du peuple n'est pas dupe. Le peuple comprendra que oui, eux aussi, parce que vous n'avez pas la majorité. Ils sont à 28 au même titre que le Bloc républicain. Donc, cela suppose que dans les calculs, tout cas qu'on fait, c'est que si c'est 4 postes, c'est que l'UP peut se retrouver avec 2 postes, et le BR peut se retrouver avec un poste, et à la limite donner un poste
au démocrate. Mais malheureusement, on constate que c'est l'UP et le BR qui se partagent tout. Et puis après, on laisse les autres, comme s'ils ne sont pas élus aussi du peuple. Ils sont aussi élus du peuple, représentants du peuple. Donc, il va falloir les intégrer dans tout calcul qu'on pourra faire en matière de positionnement. Êtes-vous de l'avis de Laurent Roland-Tonny Kess? Pas tellement, pas tellement. D'abord, ce que moi je voudrais demander aux députés de la majorité parlementaire, je les appelle à un véritable consensus. Ils doivent savoir qu'après le pouvoir, il y a une vie. Et vous me rejoignez? Je ne te rejoins pas complètement. Première des choses, ce qu'il faut retenir dans ce dossier, c'est quoi? C'est que, selon les tests, les députés, en majorité les députés de l'UP, qui ont été les anciens députés, et les gens comme Bagdamas qui ne sont pas venus, les anciens députés qui sont là maintenant, et qui sont membres de l'UP, qui étaient déjà membres, tel que Odel Aladati, qui étaient déjà membres d'un parlement régional, selon les tests de tous les parlements régionaux. Quand tu as pu renouveler ton mandat dans ton pays, tu ne quittes pas. Ah, d'accord. Vous comprenez ce que je dis? Selon les règlements intérieurs, tu ne quittes pas, tu es maintenu là. À moins que toi-même, tu décides de quitter le parlement. Et tu écris blanc sur noir, tu démissionnes. Autrement dit, si déjà tous les postes sont déjà occupés, c'est que si tout n'est pas occupé. Parce qu'il y a par exemple Badamazi qui occupait d'autres postes. Je peux vous donner copie. Et vous pouvez appeler n'importe quel député, ils vont le dire. Même ceux des démocrates. Donc, d'abord, c'est un problème de consensus. Ils doivent savoir que donc, il y a des postes qui sont vacants actuellement. Il y a des postes qui sont vacants. Il y a des postes qui sont occupés. D'accord. Donc, il faut d'abord que ceux-là acceptent de démissionner. Vous voyez un peu ce que je dis? Si d'autres doivent aller les remplacer. Et ils sont en réalité ceux de l'Union progressiste. D'accord. Les noms sont là. Maintenant, le BR doit savoir, ça il faut le dire. Moi, je ne suis pas là pour soutenir X ou Y. Le BR doit savoir, qu'on veuille ou pas, qu'il est de la majorité parlementaire. Et non de la minorité, comme il semble dire. Ils l'ont dit, ce n'est pas qu'ils semblent dire. Ce n'est pas parce qu'il y a à manger maintenant et qu'il y a des millions à distribuer que le BR, ouvertement au Parlement, va dire publiquement qu'ils sont de la minorité, puisqu'ils ont 28 comme les démocrates. Qui m'en excuse, mais c'est une vérité absolue. Il faut que les gens comprennent. Ils sont de la majorité. Il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils assument. Il faut que le BR assume qu'il est de la majorité parlementaire. Comme l'a dit Malik Gomina publiquement, que le BR est une continuité de l'Union progressiste. Voilà. Vous comprenez ce que je dis? Donc, il faut m'intéresser ce matin. Il faut que, c'est-à-dire, si c'est bon, moi je dis toujours que c'est bon. Si c'est mauvais, c'est quand les démocrates s'agitent, ils ne veulent pas comprendre la réalité, que moi je leur dis ce que vous faites là, c'est pas bon. Respectez un peu les tests. Donc, il faut que, premièrement, il y a de consensus, c'est-à-dire, et ce consensus, c'est d'abord l'Union progressiste. Donc, si on s'entend sur cette base-là, on peut distribuer les cartes. On peut distribuer les cartes. Mais qu'on n'embrouille pas les gens en disant que le BR est de la minorité. Le BR doit comprendre aujourd'hui. Très bien. Avant le mercredi, le BR doit s'en rendre compte. Le mardi, c'est le mardi que ça va se passer. Le BR doit savoir que, oui, il demeure de la majorité présidentielle et parlementaire et non de la minorité parlementaire. Et les démocrates aussi doivent savoir cocher. Même si vous êtes de l'opposition, après tout, c'est le développement du pays. Après tout, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Même si dans l'un ou dans l'autre cas, s'il s'agit de, je donne un exemple par exemple, de 8 portefeuilles, si on vous donne 2 ou 3, prenez. Prenez d'abord. Prenez d'abord. Comme le disait un de mes professeurs. Continuez les négociations. Mais si on ne leur donne rien,
C'est ça qui est frustrant. Ok, d'accord. Si on leur donne quelque chose de prendre d'abord. C'est ce qu'on vous donne que vous prenez. D'abord. Je suis d'accord que oui, et c'est ce que je disais. C'est-à-dire que si c'est 4 postes à pouvoir, quand on vous donne 1 ou 2 pouvoirs, vous contenter de ça. Parce que vous avez pas. Se contenter ou bien prendre d'abord et continuer les négociations. Moi, je pense qu'il faut se contenter même de ça parfois. Parce qu'à toi vouloir être vorace aussi comme les autres, ils risquent de tout perdre. Et en la matière, et je le dis toujours, les démocrates doivent faire très attention à ne pas jouer sur l'émotion. Parce que oui, l'émotion a toujours payé, les victimes, ça a toujours payé par le passé. Mais je crois que le peuple béninois acquiert une maturité. Et aujourd'hui, si les gens, au lieu d'aller au concret, continuent à jouer sur l'émotion des citoyens, je pense que ça ne donnera pas pour autant de résultats. Non? Il ferait mieux aussi parfois de faire profil bas dans les négociations et de pouvoir avoir au moins quelque chose à mettre sous la dent. Très bien. Là, on entendait qu'Adrien Tchomakou, maintenant on va parler d'un sujet aussi qui intéresse les Béninois, insécurité routière à Djaha, Carrefour à Djaha. Cette voie-là, le tronçon, c'est le nouveau goudron. Comment on appelle ça, l'asphalte, la rue asphaltée qui passe devant le commissariat central de Djaha. Il y a un commissariat central et qui passe donc, qui continue. Commissariat d'arrondissement. C'est ça, commissariat d'arrondissement, et qui continue tout droit et qui va sortir par. Oui, je crois. Central. Non, pas central, commissariat d'arrondissement. Parce que qui continue, c'est ça qui sort vers Ouigron. Vers le CG. Oui, voilà. Il y a une voie qui sort par Godomé, magasin. Et il y a l'autre qui passe par le commissariat et qui sort par le 12e arrondissement. Voilà, il y a l'autre qui... Voilà, on constate que certains utilisent la voie comme une voie double sens. On ne comprend pas. La situation n'a pas été encore réglée. Comment doit-on circuler sur ces voies-là? Puisque s'il y a une autre voie qui a été faite, c'est à croire que ceux qui viennent, par exemple, de Godomé, doivent utiliser l'autre voie qui passe devant le commissariat et ceux qui viennent de Cotonou doivent utiliser la voie pavée. Mais là, on continue d'utiliser la première voie comme double sens et l'autre également comme double sens. Et c'est de cela que parle le journal ce matin. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour régler ça, il faut peut-être fermer l'intersection au niveau du sujet. Il y a une intersection quelque part là. Après le jardin. D'accord. Je dis n'importe quoi. Quand vous quittez Fuyosé, au niveau avant le sujet, il y a une intersection quelque part là. Oui, l'intersection. Après le jardin, oui, tout à fait. Ou bien au début du jardin. Oui. Voilà. Oui. Je crois qu'à ce niveau, peut-être que s'il faut régler le problème, il faut fermer là. Si on ferme là, peut-être que les gens seront obligés de prendre le sens pour ne pas faire le sens interdit. Très bien. Maintenant, l'un ou l'autre, est-ce qu'en réalité, la voie étant faite de l'autre côté, le bitume de l'autre côté, c'est pour nous dire que c'est un sens unique et que l'autre ici, c'est un peu double sens. Parce que quand les gens font double sens de ce côté, ils passent par l'intersection pour rejoindre l'autre, la rue vers l'échangeur. Donc, l'un dans l'autre, je crois que c'est le Centre national de sécurité routière qui doit pouvoir prendre ses responsabilités. Je pensais que c'est l'infrastructure ou bien le ministère des Infrastructures. Oui, mais le Centre national de la sécurité routière. Maintenant, l'autre chose, c'est que parce qu'on a pu voir au niveau de Carrefour à Djaha magasin que avant, la voie pavée était double sens. Mais depuis que le bitume est réalisé, c'est devenu sens unique de l'autre côté, sens unique de l'autre côté également. Oui, tout à fait. Donc, tout à fait. Ça doit être le prolongement. Je crois que dans la même veine, ça devait être le prolongement parce que quand vous quittez là-bas, automatiquement. Mais c'est aussi un carrefour assez dangereux. Aussi, il faut déjà aussi, quand vous regardez un peu de la manière dont vous quittez, quand vous quittez Fuyosé, quand les autres quittent Ouigron et que d'autres quittent Agla, c'est difficile de passer parfois. Donc, il va aussi falloir revoir aussi la circulation au niveau du carrefour avec les forces de l'ordre. Très bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense que la première personne que nous devons incriminer, c'est bel et bien... Non, on ne va pas incriminer. On doit solliciter pour régler le problème. C'est un problème qui se pose, qui a été soulevé par le Devoir, le journal Le Devoir. Ce n'est pas le seul cas qui existe. Et voyez par exemple à Bilo-Cessi, il y a des gens qui quittent Bilo-Cessi et qui prennent le sens inverse pour pouvoir déboucher sur la voie pavée qui mène à Kota. Donc c'est des problèmes sur nos routes. Donc je ne sais pas pourquoi on va incriminer à des gens. Si c'est le mot incriminé oui, c'est le mot incriminé qui me gêne. Je retire mon mot. D'accord. Mais laissez-moi m'exprimer. Allez-y, bête. La voie a été construite. Roland, tout à l'heure, quand Roland parlait, il disait qu'on doit barrer quelque part quand on quitte l'échangeur de Ouigron là-bas. Non. Moi, je pense qu'on ne doit pas barrer. Quand la voie a été réalisée, est-ce qu'on a mis les panneaux de signalisation? Je maîtrise correctement cette route. Les gens sont en train d'emprunter la voie maintenant. Si vous quittez ici, allez là-bas voir. Il n'y a pas de panneau de signalisation. Tout commence par là d'abord. Si vous avez un permis de conduire, que vous soyez à moto ou à véhicule,
et qu'il y avait le panneau qui interdit que vous ne pouvez pas rentrer dedans, alors ça veut dire que vous ne pouvez pas rentrer. Et si vous rentrez, c'est que la police doit vous cueillir. C'est comme ça. Je suis en train de vous énumérer déjà les responsabilités, comment les responsabilités sont partagées. Quand j'ai parlé d'incrimination, regardez. CNSR. CNSR, oui. CNSR, en réalité, vient pour sensibiliser. Le CNSR et aussi. qui met les panneaux? C'est le gouvernement, non? C'est le ministère des Infrastructures. Et le monsieur du bien qui est retourné. Adoukoum? Non, le ministre. Ah oui, Khekhomé. Khekhomé. C'est Khekhomé qui devrait veiller à ce truc en ce moment. Et ça n'a pas été fait. Maintenant, qui il faut accuser en ce moment? Tonato. On va inviter Tonato à le faire actuellement très rapidement. C'est même pas Tonato. Il y a Jacques Ayadi. C'est ça. Bon, on va inviter alors Jacques Ayadi. Non, en fait, c'est Jacques Ayadi. Je voudrais d'abord incriminer. Comme vous m'avez dit de retirer le mot incriminer. Vous tenez à l'utiliser. Parce que, regarde, il était le premier responsable des travaux neufs. Les travaux neufs, c'est quoi? Ce qui est fait, c'est blanc. Ce que Patrice, le chef de l'État, Patrice Talon aime. Pour que ça soit neuf. Asphalte, c'est pas goudron, c'est asphalte. Bien là. On fait ça et Jacques Ayadi ne le suit pas correctement. Mais c'est de ça qu'il est question. C'est lui qu'on devrait incriminer. Parce que c'est de son ressort. Il doit mettre des panneaux. Il doit mettre et des panneaux ceux qui viennent de petit à petit doivent continuer directement. Je veux bien aussi savoir les prérogatives de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire aussi. Les sociétés dont on n'entend pas parler, c'est quoi? Non, c'est eux qui arrosent les arbres. En fait, c'est eux qui arrosent. Pour le moment, ils arrosent les arbres. Moi, je ne connais pas. Avec camion citerne. Mais par exemple, on a des sociétés des infrastructures routières. Donc, en temps normal, ils doivent être aussi interpellés. Ils doivent être interpellés si le truc. En fait, eux, ils réparent les choses. Vous comprenez? Ils rendent ça beau, ils réparent ça. La circulation, comment on doit circuler si éventuellement il y a un panneau de signalisation qui a été percuté, ils doivent réparer ça. Je profite pour vous poser un autre problème. Les panneaux de signalisation, est-ce que c'est la sécurité routière qui doit les mettre? Vous avez dit que c'est le ministère qui met et la sécurité routière vient faire le contrôle. Maintenant, il y a des tronçons sur lesquels il n'y a plus de panneaux de signalisation. On ne sait plus à quelle vitesse il faut circuler. Par exemple, quand vous arrivez au Ciné Concorde, la nouvelle voie qui passe derrière le Ciné Concorde, qui débouche sur... vous appelez ça à Fassa, parce qu'on conduit ton mauvais là-bas. Il y a des plaques de signalisation, des panneaux de signalisation là-bas. On appelle ça comment? À Fassa. Le tronçon à Fassa. Donc, il y a des panneaux il y a des panneaux de signalisation. Vous circulez comme vous voulez. Il y a des panneaux de signalisation, oui, tout à fait. Et la police reste là d'ailleurs pour arrêter les citoyens qui font l'excès de vitesse. Maintenant, si on quitte à Kassato, pour par exemple à Lada, où sont passés les panneaux de signalisation? Vous ne savez pas à quelle vitesse il faut circuler, dans quelle agglomération. Les pharaons, il y a tout vendu. Non, les panneaux, c'est beaucoup parti. Et après, on le remplace pas. C'est parti chez les Gango-Glé-Glé. C'est ce que j'ai dit. Les pharaons, les Gango-Glé-Glé. D'abord, quand un camion fait tomber un panneau et qu'on ne vient pas réparer rapidement, les gars, la nuit, viennent chercher ça. Et c'est peut-être chez ceux qui font les mamites aussi, qui vont fondre ça pour faire leur mamite, se faire de l'argent. Oui, mais... C'est de l'incivisme. Et après? Ça veut dire quoi? Après, on doit remettre les panneaux parce que sur les routes, il y a la police qui avait ses radars, exige que les gens circulent. Les gens disent où sont les panneaux, on n'a pas vu de panneaux. Souvenez-vous que quand on a interpellé la mairie d'Abouinkawi sous Georges Bada, comment se fait-il que les panneaux tombent, les lampadaires tombent, comment est-ce que ça se fait? Il a expliqué que quand les camions font tomber, ou bien les véhicules font tomber les panneaux ou les lampadaires, qu'ils payent quelque chose. Mais l'argent qu'ils payent, c'est aller, à l'époque, ça allait au fonds routier. Et le fonds routier doit pouvoir faire des procédures, pour que le fonds envoie à la mairie. Mais ce qui parfois tarde à arriver, finalement le fonds routier a été dissous, ça n'existe plus. Mais on a créé une société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire. Depuis que cette société est créée, il va falloir qu'on aille peut-être chercher à lire la constitution de cette société pour voir quelles sont les prérogatives. Parce que ce que je devais avoir fait, c'est les camions citernes, je vais voir régulièrement, prendre de l'eau, aller arroser les arbres devant la maison ou au niveau des artères. Finalement, est-ce que cette société est créée uniquement pour arroser les arbres, les plants qu'on a mis en terre, ou bien ils sont là aussi pour travailler à aménager les artères, notamment les panneaux de signalisation, un certain nombre de choses. Donc, l'un dans l'autre, ce dont on parle, ça interpelle. Ayadi qui est là depuis, finalement,
On l'a interpellé à plusieurs reprises sur des questions essentielles, notamment sur nos différents tronçons. Il n'a pas réagi. On a créé une structure maintenant. D'ailleurs, même la société qui était créée déjà, dès sa création, il y avait déjà un scandale économique à ce niveau au point où le directeur nommé à l'époque à Rondebois a dû démissionner. Finalement, d'autres sont là. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe? Je crois que le ministère du cadre de vie, et c'est ça aussi la difficulté. J'ai de la peine pour deux ministres de Patrice Talon désormais, c'est-à-dire Samuel Dambi qui malheureusement a hérité les problèmes de l'énergie et Tonato à qui on a confié le problème des infrastructures routières et autres. Et donc, s'ils ne font pas attention, c'est que ce qui pourrait être à l'origine des autres pourrait aussi à l'origine de leur départ. Pour finir. Non, je pense que le gouvernement doit très rapidement œuvrer à mettre les panneaux de signalisation là où ces panneaux doivent rester parce que les accidents de circulation se multiplient et on ne cesse de voir ça sur les réseaux sociaux et c'est vraiment déplorable. Je pense aussi que les conducteurs de véhicules et de motos doivent rouler tout doucement. Ils conduisent à Fassa. Que les gens ne conduisent plus à Fassa, qu'ils aillent. Je sais que vous conduisez aussi à Fassa. Un jour, vous avez démarré. Oui, vous avez démarré devant moi un jour. Au niveau de l'intersection de Bétapo, ce que vous avez conduit, ce n'était pas, mais vous conduisez à Fassa sur les tronçons. Donc, en parlant aussi, je vous sensibilise vous-même. Je ne vais plus conduire alors à Fassa. Voilà. Et je demande à ce que les gens ne conduisent plus à Fassa, que les gens roulent très très doucement à Cotonou, comme à Boumekalavi, que nous roulons à 20 ou 30 km par heure. On espère bien, parce que ce que les gens conduisent sur la route d'Akasato, surtout les gros porteurs, hier, je suis passé 10 secondes après et un a dérapé. Et ils roulent, ils vont les tournants sans freiner les gros porteurs là. Je ne comprends pas devant ce qu'ils moi, conduisent sur la voie. Au niveau de Carrefour, avant à Conville, devant les témoins Jéhovah, un camion qui tellement cassait derrière moi, j'ai dû me mettre de côté. Il est passé, il voulait dépasser à tout prix un camion et les deux, il y a eu collision entre les deux. Ah bon? Il a pratiquement, en tout cas, détruit une partie de l'autre camion. Donc, ils se sont arrêtés. C'était hier. Avant-hier. Donc, pour montrer aussi que les camions, ceux qui conduisent sur la voie, sur ce tronçon-là, c'est grave. Parfois, vous êtes dans les gens qui sont tellement derrière vous, ces gens, dégagent. Moi, je vais circuler. Il y a des véhicules difficilement manipulables et qui font autant de vitesse. Il faut les voir dans la descente de Golo Djigbe. Il faut les voir dans la descente de Golo Djigbe. Il y a une chose que je dis toujours, quand je finis ici, je dois rentrer. Je rends grâce à Dieu, Seigneur, protège-moi. Et en venant les matins aussi, je réfléchis, je prie Dieu. Parce que, regardez, depuis 2016 que moi je suis dans cette maison, je ne peux pas dire le nombre de fois que j'ai vu des accidents sur ce tronçon. Hier en venant, je ne peux pas dire le nombre de décès que j'ai vu comme ça sur ce tronçon. Je ne peux pas dire le nombre de fois que j'ai vu des gens, en tout cas des véhicules complètement détruits. Et donc, malheureusement, on dénonce, on le dit depuis 2016. Ça fait 1000 ans qu'on le dit. On interpelle les gouvernants pour dire, mais écoutez, il a fallu qu'on mette la zone de Golo Djigbe pour qu'on constate que oui, il faut faire double voie là. Et c'est ça le véritable problème. Heureusement que le conseil des ministres, l'autre conseil des ministres a décidé. Ou de le faire. Sinon, en réalité, écoutez, on dénonce depuis des années. On va encore souffrir. Oui, c'est quand on a dit. Je pense que c'est une question de planification. Oui, je suis d'accord. C'est une question de moyens et je pense quand même que le gouvernement est à l'écoute. Le gouvernement va agir. C'est une question de planification. Mais quand les citoyens qui doivent voter pour vous, chaque jour meurent sur le tronçon, ça doit être une priorité, je vous en prie. Ok. Donc, messieurs les gouvernants, les décideurs, Regardez merci le nombre de personnes, afin que nous mortes sur ce tronçon, que les gens cessent de mourir sur cette tronçon-là. Il vaut mieux prendre et que les citoyens aussi arrêtent de conduire à Fassa sur les routes. Voilà, c'est sur ces notes que nous mettons un thème donc à cette rubrique de ce matin qui concerne les analyses et les commentaires.